Alors, pendant que tout le monde se rassoit, pour faire un petit peu le lien avec ce qui a été dit précédemment, on va rentrer un petit peu dans le concret et on va passer à des présentations. Donc la première, avant la pause déjeuner, c'est une présentation sur finalement le concept de serious gaming. Alors, je sais que ça peut poser des discussions. Je vous propose de reprendre donc avec cette présentation dédiée au Serious Game en compagnie de Julien Alvarez et Antoine Tally. Donc Julien, on l'a déjà vu tout à l'heure, donc je ne vais pas le représenter. Vous avez déjà eu le plaisir de l'entendre. Mais Antoine Tally est un chercheur au CNRS en biophysique, où il participe à des projets de développement de jeux scientifiques pour la recherche, l'enseignement et la médiation. Il utilise les jeux, notamment les jeux de sciences citoyennes, dans son enseignement à l'université ou à distance à travers des MOOC. Julien et Antoine, ils l'ont dit tout à l'heure, sont aussi co-responsables pédagogiques du diplôme interuniversitaire Apprendre par le jeu. Donc ce sont eux qui vont nous faire une présentation. Mais avant de les accueillir sur scène, je vous avais promis un petit peu d'interactivité. Et là, je vais demander toute votre attention, s'il vous plaît. Parce que c'est le moment un petit peu interactif. Et donc, moi, maintenant, je vais appeler avec moi Gwenaëlle de Space Cowboys pour un petit jeu à vous faire faire. Alors, bonjour. Alors, ce petit jeu, bon, il a été cité que 2 fois ce matin. Donc, pas très connu encore. Il s'agit d'Unlock. Première question que je vais poser, déjà, qui ne connaît pas Unlock? Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est ceux qui m'intéressent le plus, en fait, j'ai envie de dire. Ah, il y en a quand même quelques-uns, et donc c'est très bien. On va faire une belle remise à niveau, parce que ça va être cité encore cet après-midi. Donc, parmi ces personnes qui ne connaissent pas du tout Unlock, je vais en inviter 2, s'il vous plaît, à venir me rejoindre autour de la table, pour qu'elles soient un peu mes complices dans la découverte de ce jeu. Est-ce qu'il y a des volontaires parmi vous? J'en ai une. Je vous en prie, là. Vous aurez même un micro si vous avez envie d'interagir. Juste ici, là, plutôt. Et ici. Voilà, 2. J'en ai 2. Et maintenant, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui connaisse très bien Unlock et qui a envie de les aider à manipuler pour faciliter la manipulation. Éventuellement, peut-être leur mettre en évidence quelque chose pour que ça les aide un petit peu à avancer si d'aventure c'était un peu plus compliqué de prévu. Sachant que, d'autant plus que vous avez compris, toute la partie sera retransmise à l'écran et donc n'importe quelle personne de la salle peut bien sûr lever la main, sauter, crier, sauter sur scène pour donner une réponse et essayer d'avancer dans cette aventure. Est-ce que j'ai quelqu'un qui est volontaire pour assister nos charmantes joueuses ? Non, bah, je vais le faire tout seul alors. Je ne voulais pas trop travailler. Mais... On va faire comme ça. Alors, une partie d'Unlock, c'est très simple. D'ailleurs, vous avez une nouvelle application en ligne. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'occasion de la découvrir. Elle n'est pas très différente de l'ancienne, évidemment, puisqu'elle est basée sur le jeu Unlock, mais elle est bien plus ergonomique. On choisit sa langue, on choisit sa boîte, et on va pouvoir commencer. Donc peut-être que j'explique en 2 mots le principe du jeu. Il s'agit en fait de la reconstituer. C'est un escape game, donc, et qui se rapproche énormément, on va dire, d'une escape room dans son fonctionnement, puisque vous aurez à explorer un lieu à travers des cartes, pour le coup, pas dans un lieu réel, mais vous aurez une application qui fera exactement ce que fait un maître du jeu, un game master, dans une escape room. Il va vous indiquer le temps qui reste. Ici, on est parti sur 30 minutes, mais vous allez être brillante et vous allez me faire sauter le record. Vous allez avoir autrement des indications qui vous donnent des indices et tout ça. Je pense que pour les indices, je vais essayer de me débrouiller moi-même. Il faut bien que je justifie un petit peu ma présence sur scène. Et puis, c'est ce qui nous aidera à résoudre des codes ou des énigmes. D'accord ? C'est ce qu'on peut voir à l'écran, là. Voilà. Bon, on est parti. J'expliquerai les règles au fur et à mesure, donc pas d'inquiétude. Pas besoin d'un long speech pour commencer. Alors, on est à New York en 1931, d'accord ?
Vous êtes recruté par Al Capone parce que vous êtes des célèbres voleuses, avec d'autres complices dans la salle, on est d'accord, hein. Et vous donc devez voler un produit révolutionnaire à la multinationale de McCorp. D'accord? Donc vous travaillez pour Capone et vous essayez de voler un trésor. Enfin un trésor, une invention plus ou moins. A priori c'est dans vos cordes. Vous savez que des complices ont dissimulé du matériel aux abords de la structure pour pouvoir rentrer à l'intérieur, d'accord? Donc la première chose qu'on va faire, c'est accéder à ce matériel. Je vous donne la petite carte, c'est la première séquence. Vous êtes donc dans la rue, hein. Ici dans la rue. On ne voit pas très bien l'écran quand même. Non, si on fait ça, ça ne va pas être possible. Je fais confiance au caméraman pour donner le maximum. Je vais mettre là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit à peu près sur cette carte? On voit qu'il y a une scène, hein, donc la rue New York. On voit un numéro 44 en évidence. Donc, s'il est en évidence, je vais vous le donner de manière automatique. C'est un autre élément que vous pouvez voir, auquel on vous indique qu'en fait, à l'étage, effectivement, se situe une fenêtre ouverte, et ce serait de bon ton de trouver un moyen de s'y rendre. Alors voilà, j'ai 2 cartes, je ne peux pas faire grand-chose. Une des choses qu'on va découvrir dans Unlock, c'est que comme dans une escape room, il y a des éléments qui sont cachés. Et vu qu'on fait un Unlock live, on va d'abord essayer de chercher sur la carte, et ensuite on va essayer de chercher dans la pièce pour trouver les éléments qui vont vous permettre d'avancer dans l'aventure. Les éléments cachés dans Unlock se cachent de 2 manières différentes. Enfin, d'une manière différente, c'est soit une lettre qui est cachée sur la carte, soit un chiffre qui est caché sur la carte. Est-ce que vous avez trouvé cette lettre ou ce chiffre? Alors, il y a 2 lettres et un chiffre. Alors, c'est quoi les 2 lettres et un chiffre? FH5. Alors, le 5, c'est juste le numéro de la carte. D'accord? On l'oublie. On a dit H. Alors, le H, il est vraiment très bien caché à tel point qu'il ne correspond à aucune carte. Par contre, il y a un très beau F. Très beau F. On va se concentrer donc sur celui-ci. Alors, vu qu'on est à l'entrée du building, la carte F se situe à l'entrée de cette salle. Et là, n'importe qui de la salle qui a envie de se dégourdir les jambes, c'est pas comme si vous l'aviez fait pendant une demi-heure juste avant, hein. J'aurais pu le donner d'ailleurs comme jeu pendant la séquence de pause. Il va falloir trouver dans la zone qui se situe là, dans cette direction-là, la carte F. Est-ce que quelqu'un veut bien s'y rendre? Alors, c'est dans la zone d'entrée. Hein. C'est dans la zone d'entrée, vraiment la zone d'entrée, là. C'est un peu comme la lettre cachée de Poe. En fait, elle va être devant vos yeux. Elle est très visible, elle est devant vous. Ah, d'ailleurs, elle a été trouvée. Trop visible. J'ai été nul sur ce coup-là. D'accord. Alors, on a trouvé la carte F qu'on va me ramener, et puis on a trouvé d'autres éléments avec la carte F qu'on va essayer de détailler en les mettant sur la table. Alors, vu que je connais un peu le jeu quand même, il s'agit en fait de la petite mallette dans laquelle vous avez votre matériel d'infiltration, d'accord? Et on va découvrir donc ce qu'il y a dans cette petite mallette qui était planquée derrière le local à poubelle à l'entrée. Oui, il était très mal caché, mais suffisamment pour que je puisse le trouver et suffisamment pour que personne ne l'ait trouvé avant moi. C'est parfait. Je vous remercie. Donc je vous laisse manipuler. Ceux-là, on les écarte pour l'instant. Et on ouvre le matériel. Il y a plein de chiffres. Alors, on a plein de chiffres. Alors, les chiffres, évidemment, je vous ai simplifié un peu la vie. Les chiffres correspondent justement au matériel qui sont indiqués sur les cartes. Normalement, dans une partie standard, vous avez un gros paquet de cartes qui peut contenir 100, 150 cartes. Et à chaque fois qu'il y a un chiffre, évidemment, il faut le retrouver. Ici, il y a le 8 et le 8. Je ne vous ai pas donné un gros paquet de cartes fastidieux pour chercher dedans. Je vous donne tout de suite le 8, le 37 et le 42. On voit que dans notre matériel d'infiltration, on a donc un pied de biche, un grappin et une manette. Pourquoi une manette? On verra bien. Okay, manette. Ça sert toujours une manette. Et donc on doit... Alors d'ailleurs, est-ce que ça peut nous permettre de rentrer dans le lieu? Ça, oui. On jette le grappin. On est super. On le jette le grappin. Le pied de biche. Exactement. Donc on va apprendre à jeter un grappin. Ok. Voilà, donc jeter la carte là. Ouais. Non. Alors comment ça marche quand on veut utiliser un objet dans Unlock? On va utiliser souvent un objet bleu avec un objet rouge. Rouge, c'est souvent immobile, ça ne bouge pas. Et bleu, ça sert surtout à être utilisé sur un objet rouge. Donc par exemple, on va utiliser le grappin sur la fenêtre pour pouvoir monter. On est d'accord? J'ai toujours pas déclenché le chrono, donc vous allez vraiment péter le score.
Donc, grappin bleu sur fenêtre rouge, on additionne les deux chiffres, 86. 86, et ça nous donne une nouvelle carte. Cette nouvelle carte, c'est la pièce dans laquelle vous venez de pénétrer. D'accord ? Et cette carte-là, elle se cache ici, mais plutôt du côté bar, là-bas. Parce que vous rentrez à l'intérieur, d'accord ? Vous voyez ces belles boiseries, ce bar, vous l'avez vu, il est magnifique. Hein. Moi, j'aimerais bien avoir le même chez moi, en zinc, là, tout ça. Étienne Mineur va m'aider, il va chercher cette carte avec Farid, là, s'il te plaît. Il y aurait une carte dans le coin qui serait dissimulée près du bar et qui nous permettrait donc de rentrer à l'intérieur. Alors normalement, c'est plutôt du format... Voilà, Étienne Mineur, il est bon là. Je le sens bien parce qu'il a plein d'enfants, il a des habitudes d'enfants et il sait très bien que ça va se situer... Ah, oh, pas mal, mais c'est pas du tout la mienne. C'est quoi ça ? On trouve des trucs ? Alors c'est vers le fond du bar. Hein. J'ai un peu caché quand même. Un peu caché. Ah oui, là je vois qu'il y a un manque de coordination. Hein. Vous cherchez tous les deux au même endroit, normalement on ne fait jamais ça. Alors là c'est les toilettes, Farid, je crois que c'est les toilettes. Étienne chauffe. Oh, il l'a trouvé. Vous avez des complices formidables. Ouais, un peu lent, mais... Un peu lent. Moi je l'ai trouvé plutôt... Pour son âge, il est rapide. Merci beaucoup. Donc voilà, donc on est rentré à l'intérieur. Alors on va conserver les cartes qu'on n'a pas utilisées. On nous dit de jeter des cartes, mais je ne vais même pas m'appesantir sur ce petit point de règle que je gère moi-même. Par contre, je vais vous demander ici de bien mettre ça en évidence. Voilà, ça on met ça de côté. On est bien rentré à l'intérieur. On n'a plus besoin. Alors qu'est-ce qu'on découvre ? Donc on est dans une pièce. Oui, c'est un beau portrait. C'est le portrait de Monsieur Cork, hein, d'accord, qui est le fondateur. On a un coffre-fort, ça m'intéresse. Et on a un coffre-fort, oui, Ouais, ça vous intéresse parce qu'a priori. Alors là, on a des cartes vertes, on a des cartes rouges et des cartes jaunes, d'accord ? Les cartes rouges, on a compris comment ça fonctionnait, d'accord ? C'est plutôt des objets immobiles qu'on devra actionner, éventuellement avec des objets bleus. Les cartes vertes sont par contre des machines, d'accord ? Et on va utiliser l'onglet machine ici sur l'application. Et ici, on a des codes. Il nous faudra trouver des codes de 4 chiffres. Dès qu'on a quelque chose qui nous permet de trouver un code de 4 chiffres, on pourra ouvrir cette porte. Et dans ce cas-là, on utilisera le code ici. Okay. Est-ce qu'il y a un ordre dans lequel il faut réaliser les Alors, actions on ne sait pas trop, en fait. Hein. Ouais. Et rappelez-vous, on a toujours un pied de biche et une manette. Hein. Ça, c'est super important. Et ça Ouais. Alors ça, c'est un tapis. C'est joli. Ça décore bien. Et peut-être que ça ne sert à rien, mais enfin, il est joli quand même. D'accord, c'est un joli... Puis il vous permet de vous déplacer discrètement sur le sol, sans vous faire repérer. Alors, donc, la première chose qu'on sait faire, c'est associer un objet bleu avec un objet rouge, par exemple. Par exemple. Ouais. Alors, ça. bleu et rouge, hein, parce que bleu et jaune, on a dit il fallait un Forcer code. la Ah bah oui, bibliothèque, bien sûr, on va forcer l'étagère. Bah oui. C'est pas très discret, mais c'est peut-être efficace, on va voir. Alors ça fait combien ? Est-ce que vous pouvez m'additionner les deux chiffres ? 8, 8, 16, 66. 66. Oui. Alors, c'est un petit peu la thématique du football en ce moment. Je vous dis carton jaune. Ah, trop bien. Carton jaune parce que ça fait beaucoup trop de bruit et que vous vous rendez bien compte que c'est une mauvaise idée. Ah. Et pour ça, vous avez une première pénalité. Vous perdez 3 minutes. Aïe, aïe, aïe. On ne force pas en plus cette armoire qui paraît bien plus solide qu'il n'y paraît. D'accord. Alors, bon, c'est pas grave, on va peut-être tenter une autre approche. Est-ce qu'une manette va sur ça? Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Ah ben, qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à une alarme. De couleur. Ah oui, plein de couleurs. Ah, il y aurait peut-être un sens, quelque chose de caché ou quelque chose de lié entre eux. Donc, on va dire, on va mettre celle-là de côté pour l'instant, la carte 25 et la carte W. Effectivement, il y a des couleurs. Mais ça fait pas rouge et bleu. Mais ça ne fait pas rouge et bleu. Ouais. Alors, pour activer ça, on peut découvrir ça, vous avez raison. Alors on y va, on fait machine, allez-y, hein, je vous en prie. Machine. Et puis ici, on va taper le petit numéro qui est là, le 141, pour faire marcher la machine. Ok, on est face à la machine. Génial. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette machine ? On appuie sur tous les boutons. On peut appuyer sur tous les boutons, il y a une bonne chance que ça finisse par une pénalité 3 minutes de plus. Peut-être que la couleur. Mais c'est drôle. On a dit tout à l'heure, hein, il y a un Le jeu, jaune mais rouge. si on joue sans règles, c'est juste drôle d'appuyer, ça marche bien aussi. L'idée, ça me va.
Mais est-ce qu'il y a un ordre? C'est le play plutôt que le game. Est-ce qu'il y a un ordre? Je dirais qu'il faut appuyer sur les rouges, bleus et jaunes. Alors, on fait parce ça. que Alors, on ils sont là, essaye. mais- C'est pas gagné que ça marche, mais bon, si on n'essaye pas, on le saura jamais, donc on y va. OK. Après, on appuie sur OK, parce que c'est bien d'appuyer sur OK. Oh oui, bien joué. C'est une réussite. Vous avez entendu ce bruitage, on parlait du bruitage tout à l'heure, Pac-Man, là, le bruitage est fantastique, on vient d'un sentiment de victoire intense, on voit une espèce de truc qu'on n'a jamais vu, on se dit à quoi ça sert. Bon, OK. Alors, ça marche comme une carte rouge. Ok. Donc c'est là-haut, on voit, la pièce de puzzle fonctionne comme une carte rouge. Donc on peut l'associer à un objet bleu. C'est d'ailleurs marqué, je crois. Oui, Mhm. c'est marqué. Ça marche. Et Bien comment sait-on quel objet bleu? Alors qu'est-ce qui nous reste? Bah, Bah, une manette, ou sauf le pied de biche, si on l'a pas cassé en l'utilisant. vous pouvez pour la encore bibliothèque. tenter d'utiliser le pied de biche. Hein. On ne sait jamais, hein, dans Je sais l'absolu. pas trop à quoi ça sert, ça. Donc si cette fois on fait le pied de biche sur la bibliothèque plus 6, il fera pas trop de bruit? Donc ça fait 8 plus 6. Non, en fait, vous n'avez vraiment pas cette idée-là. Non, ouais, ok. Non. Bon, alors celui-là. Oui, voilà, on va plutôt utiliser le 37. Elle est bien le 37. Ouais, Alors, il est 37 bien, plus 6. Ça fait combien, pardon? Je n'ai pas entendu. 37 plus 43. 6. Ah oui, non, parce qu'on ne s'endort pas. Et on a encore, Mais je du coup, sais on plus combien. l'additionne pas à une autre carte rouge, c'est une carte rouge à part entière. Voilà, ça devient une carte rouge, hein, d'accord? Donc 37 plus 6, on est à combien? 43. 43. Bon, bah génial. 43, alors attendez, je regarde mon petit papier pour savoir où on en est. Voilà, 43. C'est bien ça, je dois vous la donner. Est-ce que je l'ai? On n'a pas Non, trouvé je l'ai de pas. réponse encore. Hein après, 25, 43, qu'est-ce que j'en ai fait? 43. Elle a dit, elle est là. Ah bah oui, Elle était Elle cachée. elle s'était cachée. Plus importante. Merci. 43. Donc là, je découvre une nouvelle carte où on retrouve un peu, comme on a vu, ça on le sort, hein, on rentre, on voit qu'on a toujours 19 minutes, et on découvre le numéro 67. Et ça marche comme pour l'autre, ça devient une carte bleue. Donc là, on vous explique quand même, hein, c'est important, il y a une histoire quand même. On vous explique que vous avez coupé le courant, d'accord? Et donc dorénavant, l'alarme ne devrait plus poser de problème. Donc c'est une alarme. D'accord? D'ailleurs, on va se débarrasser de ça. C'est ça l'alarme. Hein. On va se débarrasser du 37. C'est l'alarme, ça. Donc 25 et 67, ce qui nous fait. Alors, on va tenter 25 et 67. 92. Ça me fait combien? 92. 92. C'est exact. Et donc, bah, c'est bon, hein, c'est imparable. Donc maintenant, on va chercher ça. Et 92, ça, c'est dissimulé. Donc vous avez ouvert en fait le tableau de notre ami Cork, pardon, Monsieur Cork. Le tableau pivote et révèle une cache. Et à l'intérieur de cette cache, il y a une lumière rouge. Je vous invite à chercher une lumière rouge dans la salle pour espérer trouver effectivement les éléments cachés dans ce coffre. Bah, si vous voyez, on vous a doté de 2 jambes. Vous pouvez les utiliser. Je vous assure, vos parents. Mais on nous a doté de plein de complices Comment aussi. Une carte, des cartes, enfin quelque chose qui s'y simulerait dans ce coffre. Bravo en tout cas. Vous avez été beaucoup plus rapide qu'Étienne. Hein. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans ce coffre? On trouve 2 cartes. Alors on va nettoyer un peu tout ça parce qu'on commence à avoir beaucoup de cartes. On enlève le 25 et le 43. Et on trouve 2 éléments. Alors on trouve, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une épingle à cheveux, très utile. Pour les serrures. C'était planqué quand même dans le coffre. Le type tient à son épingle à cheveux. Ouais. Et on est. Ah si, d'accord. Ok. Et non, je voulais ça, mais elle Oui. est déjà là. Donc 15, Bah, 15. Du coup, 15 et 58, non? Pour forcer la 15 et serrure. 58, faisons ça. 15 et 58, on y va. Bonne 73. combinaison. On avait vu que tout à l'heure, ça ne marchait pas par la force. On va essayer de le faire par l'astuce. La petite épingle va-t-elle nous aider? Ça nous fait combien? 73. 73. Alors, pour forcer l'armoire ici, c'est ce meuble en bois ici que vous voyez là. Ce meuble en bois ici, le premier là, celui qu'on voit là, et ben à l'intérieur, si on veut savoir ce qu'il y a à l'intérieur, il va bien falloir l'ouvrir. Donc j'invite quelqu'un à se rendre à ce meuble-là, essayer d'ouvrir un petit peu ce meuble pour essayer de trouver ce qu'on trouve à l'intérieur du meuble.
Vous voulez y aller? Allez-y, allez-y, c'est un jeu. C'est censé être drôle, hein, en fait, ce qu'on raconte. Ce n'est pas un serious game. Hein. Ils vont en parler après du truc un peu chiant et tout ça. Mais moi, c'est drôle, en fait. On y va, allez. Alors, ça cherche là-bas. Non, c'est pas plus loin que ça. Ouais, c'est vraiment dans le premier meuble. Pendant ce temps, je vous invite à admirer ce joli tapis. Peut-être servira-t-il à quelque chose plus tard. On ne sait pas. Est-ce qu'on a trouvé? Ah, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce meuble? 73. Non, je ne sais pas. Il n'y avait qu'une carte? En tout cas, eh ben, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Ça ne nous sert absolument à rien, mais enfin, je ne sais pas. Bah, c'est le résultat de... Qu'est-ce qu'on a trouvé en tout cas? On va essayer de le lire. Je ne sais pas si on le voit. On voit une page déchirée de l'Encyclopédie Britannica. C'est fou ce qu'on trouve. Hein. C'est dingue dans ce truc-là. Et pourquoi ça nous intéresse, je ne sais pas trop. Tombe sur le sol à l'ouverture de la bibliothèque. Donc du coup, on le ramasse et on observe cette page déchirée. Après, je vous vous rappelez quand on avait fouillé un petit peu au début du jeu? On avait fouillé un petit peu au début du jeu pour trouver notre mallette. Il est possible aussi que sur ces images, il y ait un objet caché quelque part. Est-ce qu'il faut qu'on cherche une lettre encore? Comment? Tout à l'heure, on a cherché la lettre F sur... Voilà, on cherchait une lettre F. Et là, c'est une autre lettre qu'il faudra trouver. Il faut chercher une lettre dans quelque part. Le tapis... Je n'entends rien, je ne vois rien, mais je crois qu'il y a Monsieur Guillaume qui vous parle au premier rang. Peut-être qu'il a quelque chose à vous dire. Je ne suis pas sûr que... Une poule. La cocotte, elle. Ah oui, Merci. Est-ce que le public peut aider ces jeunes filles? Peut-être que quelqu'un... C'est bien essayé. Je suis assez satisfait d'ailleurs de l'indice. V. Subtil. Comment? Est-ce qu'il y a une main levée qui veut tenter sa chance? T? Non, Pourquoi non. la lettre T? V dessus là. Pourquoi? Oui, d'accord, T. C'est pas T, mais pourquoi T? Ça Non, je pense m'intéresse. que c'est un V, non? Il y avait un T quelque part? Non, c'est un V. Il y a un V? Sur la Là, cocotte. sur la ouais. cocotte. Ah, la poup, 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 Là, poup, là. poup, D'où le- poup, bah oui, poup, on avait poup. compris. Oui, oui. Ah, c'est bien. Ah, donc un V. Eh bien oui, c'est donc le V. Vous avez trouvé l'objet caché. Alors, je crois... Ah, bah voilà, elle vient de s'envoler, la cocotte, et je crois qu'elle s'est envolée vers... sous le siège de la jeune femme qui est juste au deuxième rang, là, et qui ne m'écoute pas du tout. Hein. C'est pour ça qu'elle n'a pas vu la petite feuille tomber. Je crois qu'elle est sous son siège. Il faut bien regarder. Oh. Bon, je vais y aller cette fois-ci. Je fais un saut hyper athlétique. Et je vous donne... Merci, mademoiselle, de votre participation. Et c'est la ici, deuxième oh, le deuxième. Alors, ça doit vraiment servir à quelque chose. Là, je crois qu'il y a un indice. On a donc trois éléments... deux éléments. Si, celui-là. Je vais aller vite, hein, j'ai plus combien de temps. C'est le même oiseau. Trois éléments Serpentarius. qui ont l'air d'être Harry un peu Potter. liés entre eux. Une histoire de- Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste aussi à trouver? Parce que ça, c'est bien, on a bien fouillé tout ça. On a cette carte-là, là, c'est assez sublime. Ça, on a dit que ça servait à quoi? Ça servait si on trouve un code. Bon, on verra quand on trouvera un code. Et ça, qu'est-ce qu'on peut bien en faire? Est-ce qu'on peut les associer entre eux? Ah, mais là, il y a un... C'est une machine. Donc, vous posez sur le tapis, vous sortez vos petits trucs, vous vous posez là. On doit... Vous voulez faire Bah, une il y a machine? 151. Alors, ce n'est pas une machine parce qu'elle n'est pas verte, la carte. Alors ça par contre, c'est un Indice. indice. Vous voulez un indice? On va D'accord. tenter un indice. On va faire indice, et on va taper 151, qui est le numéro là. Ok, qu'est-ce que ça nous dit? Seul ce morceau de papier ne sert à rien. Une fois l'autre partie de la page trouvée, regardez les numéros des animaux. Ok. 19, 28, Non mais c'est clair. 33, 53, Poup, 67, poup, 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 poup. 74, 88, 89, 95. Alors, on vous parle de quoi?
On vous parle de papier qu'il faut associer. Quand on a trouvé les deux, c'est super. Il y a des numéros. Regardez les numéros des animaux. Voilà. Est-ce que vous voyez des numéros d'animaux? Oui. Je les ai tous énumérés. Ah oui, il y a des numéros. Génial. On ne sait toujours pas pourquoi on cherche ça. Non. Mais il y a des numéros. Alors, on va essayer de les associer. À quoi ça pourrait servir des numéros, excusez-moi? Serpent plus oiseau. Serpent plus oiseau. 95 et 89. Bah, les deux animaux qui sont sur le tapis, c'est cet oiseau-là et le seul serpent qu'il y a. Le jeu est bien fait. Incroyable. Le jeu est bien fait. D'accord, génial. Donc, on va associer des numéros. Il y a des numéros, il y a les deux oiseaux. Donc, a priori, on sait que c'est ce serpent et cet oiseau qui servent à quelque chose. Et des numéros qu'on va associer. Quand moi, je pense numéro unlock, je pense code. Je vous le dis direct. Je pense code. Donc, Mais par contre, je dois trouver 4 numéros. Bah, il y en a 4. Bah, 89 et 95. Alors, vas-y, on y va. On fait quoi? C'est code. On fait code. On y va. Est-ce que c'est dans le bon ordre? J'imagine que oui. Sinon, on a des pénalités si on se trompe. Ah, bah, j'ai le regret de dire que oui. On tente? Bah, si c'est regret, non, on tente pas. On tente pas. Bah, Suspense. ça peut soit être ça, soit Tentons. l'ordre inverse. Est-ce qu'on mais, avance dans le jeu ou on bloque complètement sur cette étape? On y va alors. Allez, on y va, on y va. Mince! Ah Et 95 puis 89? Alors pourquoi C'est dans l'autre sens en fait. Ok. D'abord l'oiseau et ensuite le serpent. Ça a pas l'air d'être ça. Hein. Ouais, j'ai l'impression que. Non, mais je m'intéresse toujours à pourquoi les gens font des actions. On est censé être dans un... Haha. Bravo, gagné. Ouais. Alors gagné parce qu'en fait c'était le tapis qui vous donnait le sens du jeu. D'abord Ouais, c'est l'oiseau, d'abord ensuite et le ensuite serpent. le- Bravo. ouais. Prenez les cartes. L'essentiel est 22 là, et c'est G. que maintenant on a ouvert la lourde porte blindée et on a deux cartes, la 22 et la G. Alors je vais vous les donner. On découvre quoi maintenant derrière la porte blindée? On découvre une caisse, elle est là, Pied de Regarde. biche. une caisse et un code. Le code, je ne sais plus ce qu'on dit sur la carte, excusez-moi. Une sonnerie retentit et la porte de sortie se verrouille. Ah! Non. Dame Ned, vous n'avez que quelques minutes pour fuir avant l'arrivée de la police. D'accord. Donc ça, c'est la porte de la sortie. On est d'accord? On y est presque. On 29 ouvre la plus caisse. 8, D'accord. 30. On ouvre la caisse. Donc 29, 22 plus 30. 8, 30. Et je vous invite donc à ouvrir la caisse. Ah. Vas-y, vas-y. Voilà. Casse. Donc, la première chose qu'on trouve, c'est la caisse ouverte, c'est la boîte d'unlock. C'est sans doute ce que vous cherchiez, parce que Al Capone, ça l'intéresse vachement. C'est un jeu qui fera un jour un carton, et il veut être au courant. C'est sans doute un peu prématuré, parce que je crois que le Monopoly vient à peine de sortir, mais un jour, Unlock, c'est sûr, ça marchera. Et c'est ce qui l'intéresse. Par contre, ce qui vous intéresse maintenant, c'est de sortir. Tapez soleil pour sortir. Tapez soleil pour sortir. S-O-S-E. Bravo. Vas-y, reste. Et je sais plus comment Alors, on fait le. comment on fait un code? On arrive, ici on fait code, et on tape un code. Bah, S-O-S. Non, enfin, I. Ouais, mais je sais plus comment on fait un. mais il faut que 4. Il faut donc que 4 chiffres. Je mettrais les premières, non? Non, pourquoi j'ai mis un S? Soleil, oui. C'est ça? Un indice? Bah en fait, quand on écrit soleil sur une calculatrice, Alors vous êtes à très l'envers, près de ça la fait- vérité, ça là. fait On comme ça, est ouais. sur le point de sortir, mais attention, il reste plus que 4 minutes. Mais le 7, il a pas l'air de marcher. Ah, le 7 ne marche pas, bien joué. Donc, S-O, 7, I. Et ben voilà, bravo. C'est une victoire. Je vous remercie. Vous avez été brillante. J'espère que toute personne qui, dans la salle, ne connaissait pas ce jeu a à peu près compris de quoi il était question maintenant. Et ça va me permettre donc d'introduire la conférence suivante. Et je passe la parole à mes condisciples, monsieur Julian Alvarez et monsieur Antoine Tally.
Bon, alors, on va continuer avec la partie chiante, alors. Donc, on attend le PowerPoint. OK. Donc, peut-être te présenter, Antoine, en 2 mots. Mais en fait, Gaïané l'a fait juste avant, donc normalement, Okay. Donc, c'est pas bon. besoin, on s'en fout. OK. Alors, on enchaîne. Donc, en fait, on va vous introduire un concept donc, qui est le serious gaming. Alors, c'est un concept qui existe, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, c'est une pratique qui... Bonjour Nicolas. En fait, on a vu cette pratique se développer de plus en plus. Les premiers écrits sur le sujet, je pense que c'est certainement le réseau Ludus. On en parlait tout à l'heure, Yvan Hocher. J'ai aussi vu des écrits sur Idriss Aberkane. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce concept de serious gaming? Alors, de manière très simple, on va commencer par cet exemple. Vous avez ici une poupée. Donc, une poupée, c'est un jouet ET. Donc, vous offrez ça à un enfant pour Noël ou pour son anniversaire. Si vous êtes dans un contexte familial, domestique, il y a de fortes chances pour que l'enfant l'utilise comme un jouet. Mais on peut aussi avoir l'inverse, c'est-à-dire que vous avez ici un simulateur de vol. Donc, en général, on appelle ça un simulateur, c'est fait pour s'entraîner. Mais que se passerait-il si vous mettiez un enfant aux commandes de ce simulateur de vol? Ou si vous mettiez des acteurs hollywoodiens aux commandes de ce simulateur de vol? Ben, il y a de fortes chances pour qu'ils jouent avec ce simulateur au même titre que quelqu'un qui aurait cette poupée pourrait jouer de manière anodine. Mais ce qu'on peut faire aussi avec une poupée, c'est qu'on peut en trouver des usages utilitaires et on pourrait considérer que cette poupée puisse nous servir en fait de simulateur. Je m'explique, vous êtes en centre de formation, formation de sage-femme, et vous apprenez à donner le bain au bébé. Et les sages-femmes apprennent à le faire avec des poupées. Donc à partir de là, on voit que le même bout de plastique peut être soit jouet, soit simulateur. Et ici, un peu plus qu'un bout de plastique, mais un même simulateur de vol peut servir à se divertir ou bien à s'entraîner. Donc qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que la différence provient de l'objet ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qui nous amène à faire cette distinction? Tout simplement, on s'aperçoit que c'est finalement le contexte qui va énormément jouer. C'est-à-dire, si on est dans un centre de formation, la poupée va nous servir de simulateur. Si on est à la maison, ça va plutôt nous servir de jouet. Et puis ensuite, tout dépend des personnes qui vont être investies. Si on est face à des acteurs hollywoodiens qui rentrent dans le simulateur de vol, il est évident qu'ils ne seront pas dans les mêmes conditions qu'un jeune pilote qui rentre dans le simulateur avec un instructeur qui va le noter pour voir s'il est apte à pouvoir prendre le manche à balai. Donc à partir de là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que le contexte joue et que le dispositif de jeu en lui-même peut nous servir à plein de choses. Donc ici, par exemple, on est face à un détournement des célèbres briques de Lego danoises qui nous permettent en fait de faire, par exemple, de l'activité de team building. Et cette activité de team building, ce n'était pas prévu initialement par le fabricant danois, sauf que maintenant, ils ont sorti un concept qui s'appelle Serious Play et ils ont décidé de mettre en place des modèles économiques autour de ça. Mais on va dire que là, on est dans un contexte où, évidemment, ces briques-là ne sont pas utilisées en usage domestique à la maison, donc on n'est certainement pas dans une configuration où on nous invite à jouer pour le seul plaisir de jouer, mais il y a derrière une activité qui est sous la surveillance de la dame que vous pouvez en voir en haut à gauche de l'écran et qui va regarder comment se fait cette activité pour donner ensuite des retours sur les différentes personnes qui participent à cette activité, sur le fait d'être peut-être apte à communiquer ou pas, de bien communiquer ou pas. Voilà. Donc à partir de là, on se rend compte que finalement, tout jeu ou jouet peut potentiellement nous offrir des aspects utilitaires qu'on peut exploiter selon les contextes. Et des écrits comme par exemple le système ESAR de Denise Garon, qui date de 1982, essayent d'identifier, en fait, dans tout jeu et jouet, des potentiels utilitaires. Et ils ont mis en place un système à 6 facettes.
Donc, c'est les 5 facettes de BAF qui vont nous intéresser, où ils essayent de classifier en fait les jeux et jouets en fonction des habiletés cognitives, fonctionnelles, sociales, langagières et affectives qu'on peut identifier dans tout jeu et jouet selon eux. Le petit problème, c'est que c'est fait de manière empirique. C'est-à-dire que les chercheurs qui ont proposé cette approche l'ont fait un petit peu au pifomètre, c'est-à-dire en disant « Ah ben moi, je vois dans tel jeu tel et tel potentiel ». La question, c'est est-ce qu'on peut à présent repasser sur ces travaux qui sont extrêmement intéressants pour essayer de l'étayer d'une manière scientifique. Alors, suite à ça, ce qui est aussi intéressant, et ça rejoint un petit peu les débats qu'on a eus tout à l'heure, on se disait que finalement, au départ, le serious game, qui consistait à essayer de concevoir des jeux et dispositifs de type jouet, on essayait de leur associer des aspects utilitaires pour viser autre chose que le simple divertissement. Et à partir de là, on s'est posé petit à petit la question inverse. Quand on se rend compte que finalement tout jeu et jouet ont un potentiel utilitaire, on peut se dire, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de réinventer l'eau chaude en permanence? Si finalement, il y a déjà un potentiel utilitaire associé à tout type de jeu et jouet, peut-être qu'il suffit de les identifier, de les creuser, de les exploiter. Et là, on a été amené à se poser la question inverse. Est-ce que finalement, il y a des jeux ou jouets qui n'ont aucun potentiel utilitaire? Alors, je vous renvoie à la question. Est-ce que vous avez une idée de jeu ou jouet qui vous semble démuni de tout potentiel utilitaire? Alors, je vous laisse cogiter. Si vous avez la réponse, on en reparle tout à l'heure. Alors, à partir de là, le concept de serious gaming, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'idée de se dire, plutôt que de créer, en partant de rien, ex nihilo, un serious game, on va plutôt partir d'un jeu ou jouet existant pour lui assigner des fonctions utilitaires, soit par les usages, soit en modifiant le dispositif. Quand on est dans le serious diverting, on est dans le détournement d'un jeu existant pour lui assigner par les usages des fonctions utilitaires. Alors là, par exemple, des professeurs d'anglais utilisent SingStar pour faire travailler la prononciation de la langue anglaise à leurs élèves. Ensuite, vous avez ICO, qui est un jeu qui a été utilisé notamment par Michael Stora pour faire travailler dans le cadre de la psychologie clinique des enfants sur le fait de pouvoir exprimer des problèmes familiaux qu'ils auraient. Et ils essayent, Michael Stora essaye de faire en sorte que les enfants s'expriment avec l'utilisation de ICO, tout simplement parce que dans ce jeu, on tient la main d'une princesse et à un moment donné, on arrive dans un niveau où on est obligé de lâcher cette main. Et le fait de devoir lâcher cette main bloque certains enfants et c'est là que la médiation peut s'opérer. Alors, il y a d'autres praticiens de santé qui utilisent, par exemple, The Sims, qui est utilisé, par exemple, à Montpellier, par un jeune chercheur qui s'appelle Yann Quintilla et qui, en fait, fait travailler certains types de personnes qui souffrent de schizophrénie, d'une certaine forme de schizophrénie, sur le fait d'arriver à agencer, séquencer leur journée. C'est-à-dire qu'il leur demande tout simplement, vous avez un Sims, essayez de l'amener au cinéma. Et donc, il doit faire en sorte de l'habiller, de faire en sorte qu'il prenne l'argent pour prendre le bus, et sans oublier de se laver. Et il se trouve que des personnes ont du mal. Ils vont arriver au bus tout nus, ou ils auront pris la douche tout habillés, ou ils auront oublié de prendre l'argent. Et donc, il peut essayer de les aider en faisant cette simulation. Le deuxième volet qui nous intéresse, c'est-à-dire que là, on a un détournement des usages. On prend le jeu tel quel, et on lui donne d'autres fonctions. Là, l'idée, c'est avec le serious modding, on va essayer de modifier le jeu. C'est l'exemple du Pac-Man qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc là, ici, vous avez une photo qui nous montre en fait Namco Bandai, encore les créateurs de Pac-Man, qui ont décidé de recycler en fait leurs vieilles bornes d'arcade pour le public des seniors, en disant, ben voilà, on s'est rendu compte avec des travaux universitaires que l'utilisation de certains jeux permettait de irriguer certaines parties du cerveau qui, en général, ne le sont pas trop. Et donc, à partir de là, en faisant jouer à des parties de Crocodile Panic, notamment, qui ont été adaptées pour le public senior, ils essayent de faire en sorte de stimuler ces zones du cerveau. Alors, est-ce que scientifiquement c'est étayé? Ça doit encore l'être vérifié.
D'autres exemples, et je vais m'arrêter là avant de donner la parole à Antoine, pour vous dire encore une fois que le concept de serious modding, ce n'est pas nous qui l'inventons, ce n'est pas quelque chose qui vient d'apparaître, ça existe de longue date, ne serait-ce que cet exemple que je peux vous donner dans le cadre du jeu vidéo, Pepsi Invaders, 1983. Qu'est-ce qui s'est passé ? On est depuis 1978 dans une Space Invaders mania. Taito a frappé très fort en proposant un jeu qui ressemble à ce que vous voyez en haut de l'écran. Et en fait, il s'agit de dégommer des aliens qui nous viennent de l'espace. Coca-Cola, voyant cela, a demandé à ce que Atari propose une version modifiée de ce jeu, non pas pour éliminer des aliens, mais leur concurrent direct, Pepsi. Et donc, il faut dégommer pendant 3 minutes durant les lettres du logo concurrent. Et ce qui est très intéressant dans cette approche, c'est qu'on a, pour cet exemple-là, un vrai modding qui a été opéré, c'est-à-dire on a gardé les mécaniques de jeu et on s'est contenté de modifier certaines représentations graphiques pour faire passer un autre type de message. Voilà, donc Antoine, maintenant la question c'est, par rapport au jeu Unlock qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Donc on s'est posé la question. Donc on a évidemment le jeu Unlock n'a pas été développé pour des visées utilitaires. Donc on s'est amusé à essayer de savoir si on pouvait trouver sur le jeu des choses à faire. Peut-être que je peux démarrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a spontanément des idées de façon dont on pourrait détourner le jeu ? C'est-à-dire que utiliser une recherche qui serait basée non pas sur des lettres ou des chiffres, mais sur des reconnaissances. Des éléments à faire apprendre, donc à utiliser, qui doivent être utilisés de façon un peu liée directement avec ce qu'on essaye de leur faire apprendre. Oui, on va en reparler tout à l'heure. Minimiser tout l'aspect recherche pour faire faire des maths, des additions, merci. Pour faire faire des additions, des soustractions, des multiplications potentiellement, pour faire faire du calcul de tête aux enfants. Effectivement, on a vu tout à l'heure qu'à chaque fois, pour trouver une nouvelle carte, il fallait faire des additions. Donc ça a été fait. On a pu vérifier que le calcul de tête fonctionnait très très bien chez les deux participantes. Pas de problème sur les... gens qui essayent de faire de l'évaluation dans des escapes en réel. J'en profite pour faire un point. Il n'y a jamais eu aucune analyse qui a été faite sérieusement sur le fait que les comportements qui sont à l'intérieur d'un jeu sont transposables à l'extérieur. Et donc ça pose un certain nombre de questions éthiques. C'est-à-dire que quelqu'un qui ferait de la ARH et qui évaluerait ses candidats par ce biais-là, bon, déjà, il passerait potentiellement à côté des mauvais candidats, mais en plus, il le ferait en trompant les gens. Et enfin, voilà. Donc, mais c'est une vraie possibilité. Il y a des gens qui le font et qui le vendent. Potentiellement de façon curative, c'est-à-dire quelqu'un qui serait coincé psychologiquement dans sa tête et amené à décoincer une situation en jeu et en s'immergeant dans l'histoire, amené à se décoincer sa tête. Ouais, ça, à nouveau, c'est des choses, comme le disait Julien à l'instant, qui n'ont jamais été bien démontrées. Oui, en santé, on peut tout à fait imaginer qu'Unlock puisse être détourné peut-être à la recherche d'incidents et d'accidents potentiels dans la gestion des risques en santé, type chambre des erreurs, où les indices sont des choses que tout un chacun doit pouvoir repérer avec une regarde un peu méta. Et là, du coup, on a une vision un peu méta. Ouais, en mélangeant avec le jeu de tout à l'heure sur les risques, avec ce même genre de principe. Mais orienté professionnel de santé. Ouais, et ça nous amène à un point qui est super important, c'est que en fait, le plus gros de ce qui va se passer va pas se passer à l'intérieur du jeu, mais pendant le débrief. Donc c'est parfait, ça va faire une parfaite transition pour la suite. Donc on s'est amusé aussi avec Julien à essayer de chercher des choses qui pourraient être dans le jeu, qu'on pourrait utiliser dans le cadre d'un débrief pour lancer des choses. Donc alors, vous avez bien vu le jeu, je pense, vous avez observé.
Je dirais que la chose qui est la plus évidente, donc on a vu tout ce qui tourne autour des chiffres. Je ne suis pas dans le bon sens, oui, manifestement. Donc l'autre aspect, c'est le code. Évidemment, dans un escape, il y a une notion de code. Le code, il n'est pas immédiat. Là, il a fallu le transformer. Donc on est passé d'un système de lettres à un système de chiffres. On a éliminé le set. Mais on pourrait, par exemple, discuter du fait que le set n'est pas là. Mais c'est dommage parce que le set est super intéressant parce qu'il n'est pas représenté de la même manière chez nous et dans les pays anglo-saxons. Donc on aurait pu avoir une erreur ou pas qui viendrait là. Ça, c'est un truc qui aurait pu être... C'est peut-être pour ça que le set a été éliminé d'ailleurs, j'en sais rien. Mais ça pourrait être un point. L'autre point, c'est qu'on pourrait discuter de cryptographie et de comment est-ce qu'on code, qu'on passe d'un système à un autre. Là, on passe d'un système de lettres à un système de chiffres. Si on est en système décimal, on a potentiellement un problème parce qu'on a plus de lettres que de chiffres. Et donc voilà, on pourrait discuter tout ça dans le cadre d'un cours de maths ou d'informatique. Et puis on pourrait aller un peu plus loin. Je ne sais pas si vous avez réalisé, donc là on avait ces exemples-là sur la cryptographie ou le changement de variable. Et il y en a un autre, moi, qui m'intéresse particulièrement, qui est la partie sur laquelle on a passé pas mal de temps, où on a ces deux pièces du puzzle qu'on met ensemble, qui permettent d'identifier les chiffres. Et ensuite, il faut savoir dans quel sens on les met. Alors là, comme elles avaient été très très vite, elles avaient pas mal de temps, donc elles ont pu se permettre de faire le test au hasard. Elles ont essayé dans un sens et puis ensuite dans l'autre. Mais en fait, la solution, elle était dans l'image qui est à côté. Et donc, il fallait lire l'image avec l'oiseau qui est au-dessus du serpent. Et donc, on prend d'abord le chiffre qui correspond à l'oiseau et ensuite, on va à celui qui correspond au serpent. Ça, a priori, ça paraît logique à la plupart des gens. Mais en fait, ce n'est pas strictement évident. Pourquoi est-ce que ce puzzle fonctionne ? Il fonctionne parce qu'on lit l'image d'une certaine manière. Donc là, on l'a lu du haut vers le bas. On pourrait la lire autrement. Donc, par exemple, je pourrais l'utiliser dans un cadre d'un cours de biologie pour parler. Donc là, a priori, moi j'ai l'impression que c'est plutôt l'oiseau qui est en train de manger le serpent. Et quand on décrit les relations dans une chaîne alimentaire, on ne les décrit pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Donc moi, ça me paraîtrait plus logique de le lire dans ce sens-là. D'ailleurs, je me suis planté quand j'ai testé le jeu, je l'ai lu dans le mauvais sens. Bon. Je ne sais pas si c'est à cause de ça ou pas, mais enfin voilà, toujours est-il que je ne l'ai pas lu dans le même sens. Donc ça, ce serait une possibilité. Une autre, c'est de réfléchir à la façon dont on lit l'image. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a eu, donc c'était ça, j'ai un peu tué mon effet, mais il y a une étude qui a été faite par une équipe CNRS sur la façon dont on lit les œuvres d'art. Et donc typiquement, avoir eu cette question de comment est-ce que je lis l'image, ça pourrait être une bonne introduction pour une séquence autour de l'analyse d'une œuvre d'art sur la façon dont on va décrypter l'image. On pourrait même imaginer, alors ça c'est mon côté amoureux des jeux de découverte scientifique, on parlait tout à l'heure de Foldit, on pourrait imaginer qu'on recueille des données sur la façon dont les gens lisent le puzzle et que ça nous permet de savoir comment les gens lisent l'image. Et du coup, on pourrait peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des différences dans la lecture du puzzle-là en fonction du background culturel des gens. Peut-être que dans certaines régions du monde, certains le lisent différemment et qu'on pourrait retrouver ça dans les statistiques d'utilisation du jeu. Et donc, du coup, on pourrait faire de la recherche sur cette base-là. Donc voilà, c'est des petites pistes sur la façon dont on pourrait détourner... Attends, est-ce que je suis bien dans le... Voilà, l'autre possibilité... Julien parlait de pas seulement réutiliser un jeu et de détourner les usages, mais de modifier le jeu lui-même. Là, moi, par exemple, je pourrais imaginer de modifier cette image-là pour qu'on arrive différemment à la solution. Donc, par exemple, en faisant une multiplication ou une division, ou ça c'est une possibilité, ou je parlais tout à l'heure de biologie, on pourrait imaginer que le classement des animaux se fait selon l'évolution. Et donc, si on avait une image avec, non pas ces deux-là, mais une méduse et une bactérie, eh ben, il faudrait imaginer que la bactérie est arrivée avant dans l'évolution et que donc, c'est ce numéro-là qu'il faut utiliser en premier.
Donc là, effectivement, on reviendrait sur l'idée qu'on avait tout au début d'utiliser une compétence sur la lecture de l'image. Donc voilà, c'est les possibilités. Peut-être que tu veux reprendre la parole Tu es en train de nous dire que finalement, on a joué à un serious game tout à l'heure avec Unlock. Alors, en fait, l'animateur de Space Cowboy était en train de nous dire qu'on allait aborder la partie chiante, mais il nous a fait faire un jeu qui était chiant, un serious game. Alors moi, je pense qu'on a fait un jeu qui était très amusant. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut extraire des choses intéressantes d'un jeu qui est amusant. Et donc là, il y a tout un travail, donc peut-être que tu voudras le décrire plus en détail ensuite, sur un aspect qu'on a déjà commencé à aborder, qui est comment est-ce qu'on extrait des choses du jeu vers l'objectif utilitaire, que ça soit de l'enseignement ou un message publicitaire. On a vu que pour Coca, ça a très très bien marché. C'est sans doute la seule raison pour laquelle Coca a supplanté Pepsi. Mais enfin, je pense qu'on peut dire qu'il y a une démonstration scientifique flagrante. Oui, bon, c'était une plaisanterie, évidemment. Mais on peut faire plein de choses, sauf que pour l'instant, on n'a pas forcément un cadre très très bien établi pour pouvoir l'analyser en détail. Il peut y avoir plein de paramètres à étudier. Typiquement, entre Pepsi et Cola, il n'y a pas eu que ce jeu-là qui a intervenu. Et donc, pour l'analyse scientifique qu'on va avoir de ce qu'on peut faire ou pas avec des jeux et ce qu'ils apportent vraiment ou pas, il y a tout un tas de questions à se poser. Je vais peut-être te repasser la parole pour que tu redécrives le... D'accord, mais très bien. Donc, j'enchaîne. Donc en fait... Ce qui se passe, c'est que on a rencontré l'équipe de Asmodee Research au mois de décembre et on a échangé autour d'une table ronde sur les possibilités de collaborer, de travailler ensemble. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, on a plusieurs sujets qui ont été posés sur la table. Donc, de manière très simple, si on veut étudier quels peuvent être les apports du jeu, que ce soit d'un point de vue positif ou négatif, on peut aussi voir ces aspects-là. On s'est dit qu'on pouvait commencer par questionner, par exemple, le modèle ESAR, le système ESAR qu'on a évoqué ensemble, voir comment on peut étayer de manière scientifique les liens qu'il y a entre les habiletés que le système ESAR entrevoit entre certains types de jeux et jouets et les réels apports du jeu sur les sujets qui sont en train de jouer. Ça, c'est un premier point qu'on peut questionner. Ensuite, on a des modèles, comme par exemple le modèle Cépage, qui nous invite à évaluer une séquence ludopédagogique. C'est-à-dire, quand on introduit le jeu, ce n'est qu'une dimension parmi d'autres à questionner quand on fait une activité. Donc, d'abord, il y a les 3 temps de l'activité. Il y a l'introduction de cette activité, comment on va amener les gens à jouer. Donc, tout à l'heure, on a eu une démonstration avec Space Cowboy qui nous a fait une présentation du jeu, qui a amené des candidats sur la scène, a introduit les règles, etc. Ensuite, il y a eu un accompagnement durant l'activité de jeu lui-même, c'est-à-dire comment on joue, j'ai pas bien compris, faites pas ce choix, allez chercher là où il y a le bar, une nouvelle carte, etc. Donc il y a un travail d'accompagnement, mais durant cet accompagnement, on peut aussi aller chercher des aspects utilitaires, apprendre à lire certains aspects du jeu, à les décoder, etc. Et enfin, dernière partie, c'est le débriefing. Alors le débriefing qui n'a pas eu lieu puisque ce débriefing ne prendrait sa place que dans une activité ludopédagogique. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'était la partie chiante, j'avais oublié. Voilà. Donc le débriefing, c'est la partie chiante. OK. Et après, on a 5 dimensions qui sont à interroger, à croiser au niveau de ces 3 temps pédagogiques qui sont le jeu, évidemment, en tant que dispositif, mais il y a aussi l'aspect play, c'est-à-dire l'activité de jeu, le fait d'avoir le sujet qui joue. Donc, qui est le sujet qui joue ? Ça peut être l'apprenant, mais ça peut être aussi l'enseignant ou le médiateur, celui qui accompagne. Après tout, est-ce que monsieur Space Cowboy, tout à l'heure, s'est ennuyé, était inactif ? C'est pas dit. Il faisait son rôle de médiation, mais il y avait aussi, peut-être, dans sa manière d'animer, une forme de jeu aussi qu'on pouvait lire.
Ensuite, il y a le contexte. On a vu tout à l'heure que la même poupée, selon le fait qu'on soit dans un centre de formation ou pas, une poupée peut être un simulateur ou être un jouet. Donc tout dépend évidemment du contexte, mais aussi de l'état d'esprit de la personne qui l'utilise. Et puis ensuite, on a les intentions. Qu'est-ce qu'on souhaite faire quand on introduit cette activité ludopédagogique? Quels sont les objectifs qu'on vise? Et là, on a une notion de scénario pédagogique. Donc l'idée, c'est de voir avec ce métamodèle dans lequel on peut venir positionner dans chaque case les modèles théoriques qui sont déjà existants ou en devenir ou en construction. On peut essayer de monter des expérimentations. Et avec ce modèle cépage, on peut essayer d'aller questionner, par exemple, le système ESAR. Et donc, pour étudier tout ça, évidemment, le lien avec Asmodée, c'est qu'on a tout un ensemble de jeux qui peuvent nous être proposés comme terrain. Et ce qui nous intéresse aussi, ce sont les aspects hybrides. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, la possibilité d'aller questionner, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les jeux vidéo. C'est-à-dire que les jeux vidéo nous amènent aussi peut-être une approche structuraliste qu'on peut aller repositionner dans le cadre du jeu de société. Et pour essayer de favoriser ce lien entre le jeu vidéo et le jeu de plateau, le jeu de société, on s'est dit qu'une bonne approche pouvait être de questionner les escape games dans lesquels on peut convoquer aussi bien des aspects numériques que des aspects analogiques. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les jeux hybrides qui convoquent, comme on l'a vu avec le cas de Unlock, la tablette numérique avec des jeux de cartes classiques. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut aller analyser. Donc, questionner sur le plan scientifique le système ESAR, mobiliser le modèle cépage, aller prendre comme terrain des jeux hybrides ou des escape games, et enfin, pour réaliser tout ça, il nous faut des volontaires, des chercheurs, des jeunes chercheurs. Et donc avec Antoine, on lance un appel à candidature. On voudrait, avec le groupe Asmodee Research, avec Micha et Domitien, recruter dans un premier temps, une personne qui souhaiterait suivre le DIU, apprendre par le jeu. On aurait la possibilité de lui offrir l'inscription dans le cadre de ce DIU pendant la première année. Ça serait pris en charge par Asmodee Research. Et dans un deuxième temps, l'idée, c'est de l'aider à préparer son doctorat pour continuer dans le cadre du CRI avec New Frontiers, l'école doctorale New Frontiers, aux frontières de l'apprendre, pour pouvoir mener ce projet de doctorat que nous vous avons exposé dans les grandes lignes. L'idée étant vraiment de co-construire ce projet de doctorat, puisque un jeune chercheur vient aussi avec ses propres idées. Donc, si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des personnes qui voudraient se lancer dans cette aventure, n'hésitez pas à vous rapprocher soit d'Antoine, soit de moi, mais aussi de l'équipe d'Asmodee Research. Antoine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? En plus, on est prêt à répondre à des questions. Oui, potentiellement. Non, carrément. Ok. Oui, on a un petit peu de temps pour prendre une ou deux questions. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont quelques questions. Oui ? C'est juste une précision par rapport à votre étudiant. Ça serait dans un domaine particulier ou enfin plus du jeu, plus de la santé, plus de l'ingénierie, design, je ne sais pas. Vous cherchez quel profil? Je pense qu'il y a une partie qui est à construire, qui est clairement ouverte. L'objectif, c'est pas quelque chose que ça soit quelque chose de complètement descendant. Donc ça s'adaptera forcément à la personne qui est en face. Mais une des questions, c'est l'interface entre le modèle cépage dont parlait Julien et l'analyse de la façon dont on peut transposer ce qui se passe à l'intérieur du jeu et ce qui est à l'extérieur du jeu. Ça peut se faire de plusieurs manières différentes. C'est-à-dire que typiquement, quelqu'un qui aurait un background en maths et en informatique ne le traiterait pas de la même manière que quelqu'un qui a un background en sciences humaines. Mais de toute façon, il y a en fait tellement de choses qui sont à faire qu'il y a largement de quoi travailler. Et en plus, l'autre idée, c'est que la raison pour laquelle on a un an entre maintenant et le démarrage à thèse, c'est de pouvoir démarrer le travail de recherche tout de suite, mais pouvoir avoir le temps de co-construire en un an le projet de recherche. C'est ça qui est important. Alors, je vais prendre une autre question.
Je suis désolée, je ne vais pas poser une question sur le contenu, mais je vais rester dans la suite de la question précédente. Ça serait un doctorat dans quelle discipline, dans quelle section CNU après pour le candidat? Alors, c'est une très très bonne question. Et là, en l'occurrence, c'est une thèse qui se ferait donc, au Centre de recherche interdisciplinaire, où l'idée n'est pas forcément de s'inscrire de manière unitaire dans une section. Et au contraire, on est dans la logique où si le projet collait dans une section, il collerait dans une école doctorale qui existerait par ailleurs, et donc il n'aurait pas sa place au CRI. L'idée, c'est justement qu'on aille traverser les différentes disciplines. La raison pour laquelle Julien et moi, on est sur ce projet-là, c'est justement parce qu'on n'a pas les mêmes backgrounds. Et donc l'idée, c'est d'aller, de toute façon, d'aller franchir les barrières qu'il y a entre les disciplines. Ça, c'est autant on n'a pas de certitude sur ce que ça doit être, autant on est certain de ce que ça ne doit pas être. Ça ne doit pas être quelque chose qui est monodisciplinaire. Alors, une dernière question. Oui, moi je voudrais revenir un petit peu sur le fond de ce que vous aviez dit, sur le serious gaming. Alors j'ai peut-être compris de travers, je suis désolé si c'est le cas, mais j'ai l'impression que régulièrement, il y a la notion de serious gaming qui est chiant, qui revient. Et du coup, ma question, c'est est-ce que le serious gaming doit être forcément sérieux et pas amusant? Mais en fait, ce qu'on essaye de démontrer, et c'est pour ça qu'on a fait ça en repartant de Unlock, c'est qu'il n'y a aucune raison que ça ne soit pas amusant. Il est même sans doute que ça sera plus efficace si c'est amusant. Et à partir du moment où on parle d'un jeu, je vous promets que Unlock n'a pas été développé pour qu'on fasse la démonstration. Et donc, c'est un jeu qui est amusant en soi. Et ensuite, on utilise les mécaniques de jeu, soit en utilisant directement le jeu et en le détournant par les usages, soit en modifiant le jeu, mais en utilisant les mécaniques de jeu qui sont sous-jacentes, et en ne faisant pas du quiz. Voilà. Mais il n'y a aucune raison pour que ça soit chiant. Ok, merci beaucoup.